Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le marathon budgétaire s'ouvre à l'Assemblée nationale dans une ambiance houleuse. La droite dénonce la frénésie fiscale du gouvernement. Le Premier ministre défend le sérieux de son budget et coupe court aux initiatives parlementaires comme la taxation des œuvres d'art à l'ISF ou encore la redevance télé pour résidences secondaires. Alors quel visage aura au final ce budget? Analyse notre chroniqueur Jean-Luc Gombeau et invité politique ce soir, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, dans un instant. La piste du grand banditisme est privilégiée après l'assassinat d'Antoine Solacaro. L'avocat corse était proche des milieux nationalistes. Il avait, vous le savez, défendu Ivan Colonna pendant 10 ans. Mais ces dernières années, ce ténor du barreau avait pris en charge de nombreuses affaires liées au milieu du banditisme sur l'île. Certains de ses clients, eux aussi, avaient fini sous les balles. Pour Manuel Valls, c'est un symbole de l'état du droit qui a été attaqué. Et puis cette question ce soir, jusqu'où le gouvernement est prêt à aller sur son projet de loi sur le mariage pour tous, tandis que le Parti socialiste milite en faveur de l'introduction dans le texte de la procréation médicale assistée. Jean-Marc Ayrault affirme que pour le moment, le gouvernement se limitera à l'adoption pour les couples homosexuels. Le débat est sensible. Nous y consacrons ce soir une grande partie de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Déclarer la guerre au terrorisme, c'est ainsi que Manuel Valls entend mener son action. Le ministre de l'Intérieur a dressé aujourd'hui au Sénat un portrait de la menace terroriste, une menace venant de plus en plus de l'intérieur. Et dans ce contexte nouveau, le projet de loi qu'il présente permettra de poursuivre des Français commettant des actes de terrorisme à l'étranger ou partant s'entraîner au djihad. Les détails avec Camilla Campuzano. Les Français apprentis terroristes à l'étranger ne pourront plus échapper à la loi. Après l'affaire Mera, le gouvernement veut prévenir de tels drames et donner à la police de nouveaux moyens d'investigation. Ces individus, véritables ennemis de l'intérieur, reprennent une menace diffuse qui demande donc un travail de surveillance lourd et méticuleux. La France a déjà été frappée dans sa chair par le terrorisme. Elle connaît l'enjeu et le prix de la lutte qu'il implique. Mais la France n'abdiquera jamais face aux menaces. Notre pays est confronté à un terrorisme en constante mutation. Pour l'opposition, ce texte s'inscrit finalement dans la continuité de la politique de Nicolas Sarkozy. On l'a vu récemment, je crois que notre pays dispose d'une législation, et grâce au gouvernement précédent, parce que la gauche critiquait. Maintenant, elle ne critique plus, parce que c'est le principe de réalité. Une loi qui fait donc consensus politiquement, mais du côté des policiers, on reconnaît qu'un texte ne peut jamais être totalement adapté aux nécessités du terrain. Dans le terrorisme, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours, on va dire qu'ils avaient un coup d'avance sur nous. Ce ne sera jamais suffisant, mais quoi qu'il en soit, laissons faire les parlementaires et ensuite nous nous adapterons à ces évolutions. Optimiser la lutte contre le terrorisme passe maintenant par une coopération internationale. Je ne suis pas Premier ministre par hasard. Visiblement touché par les critiques qui pleuvent sur lui, Jean-Marc Ayrault contre-attaque lors d'une séance mouvementée à l'Assemblée nationale. Après le recadrage de son ministre de l'Éducation, le Premier ministre met en avant le soutien du président Hollande et dénonce le bilan laissé par Nicolas Sarkozy. Auparavant, sur Europe 1, il est revenu sur la série de couacs qui se succèdent depuis 5 mois. Il a également tranché de nombreux débats en suspens. On voit tout cela avec Sophie Normand. Tant bien que mal, durant une vingtaine de minutes, Jean-Marc Ayrault a tenté de montrer que le cap est tenu. Soulignant avoir le soutien sans faille de François Hollande, il est revenu sur les couacs au sein du gouvernement. On attend l'exemplarité, et c'est la vraie de chacun des ministres, c'est ce que j'ai rappelé. Le message a été bien compris, il est passé. Désavouant son ministre de l'Éducation, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé l'opposition du gouvernement à toute dépénalisation du cannabis. Un recadrage nécessaire. Je crois qu'il faut savoir garder aux choses et aux déclarations l'importance réelle qu'elles ont. Pour autant, comme les médias s'emparent de ces déclarations ou les font monter en épingle, le Premier ministre est obligé de donner sa version des faits, de corriger les propos.
Au premier jour du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault a également tranché plusieurs débats en suspens. Il n'y aura pas de redevance audiovisuelle sur les résidences secondaires, pas non plus d'intégration des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF, un dernier point qui ne satisfait pas vraiment les communistes. Il est vraiment temps d'engager la réforme fiscale qu'on nous avait annoncée, et ça en fait partie. Les œuvres d'art ne concernent pas grand monde. Il faut remettre de la progressivité dans l'impôt et remettre surtout de la justice fiscale. Sur le projet de loi sur le mariage pour tous, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé qu'il se limiterait à l'adoption, laissant de côté la procréation médicale assistée. Enfin, dernier point abordé, le retour du déficit public à 3% dès 2013, un objectif qu'il juge impératif. Et puis dans l'actualité également, c'est une décision qui plonge dans la consternation les 500 salariés de Petroplus et leurs familles. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation de la raffinerie de Petit-Couronne. Les juges ont rejeté 2 offres de reprise, estimant les 2 dossiers quasiment vides. De son côté, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, assure ne pas baisser les bras et poursuivre, dit-il, ses efforts en vue d'une reprise de la raffinerie. Mais les syndicats sont résignés et très en colère ce soir. Et puisque nous parlons de syndicats, à noter cet adoubement à la tête de la CGT après des mois de psychodrame autour de la succession de Bernard Thibault. Un nom semble faire consensus. Il devrait être le prochain secrétaire général de la centrale, Thierry Lepan. Alors son nom ne vous dit probablement rien, mais on devrait le voir et l'entendre assez souvent dans les prochains mois et les prochaines semaines. Alors qui est-il? On voit cela avec Alexandra Colino. Il a attendu patiemment, préférant tisser un réseau que de participer aux luttes intestines. Après un an de psychodrame entre les 2 principaux prétendants à la succession, Nadine Prigent et Éric Aubin, Thierry Lepan a finalement gagné la confiance des conseillers de Bernard Thibault et aujourd'hui l'aval de la direction. L'homme de 52 ans vient du privé, chaudronnier de métier encarté au PC. Il s'est fait un nom au début des années 2000 en luttant contre la fermeture de Moulinex. Depuis 2009, il dirige le groupe CGT du Conseil économique, social et environnemental. Au sein de la CGT, les patrons des fédérations qui espèrent une réorganisation moins autocratique de la direction l'attendent au tournant. Pas idéologue mais pragmatique, Thierry Lepan assure qu'il n'y aura pas de rupture avec la politique de Bernard Thibault. Sa nomination sera confirmée lors du prochain Conseil national le 7 novembre et il prendra ses fonctions à l'issue du congrès de Toulouse en mars prochain. Et sur le plateau du 22h ce soir, dans un instant, l'interview avec notre invité politique. Ce soir, elle est ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'être là. Et tout de suite, c'est l'analyse économique avec notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Jean-Louis, on parle ce soir de ce budget 2013, matraquage fiscal selon la droite, budget sérieux, estime le gouvernement. Quel est le point central de la controverse? Alors le point central de la controverse, c'est le problème des 3%, qui d'ailleurs dépasse l'hémicycle parlementaire. La question est la suivante, est-ce qu'à vouloir à tout prix atteindre les 3%, c'est un débat que l'on entend déjà depuis plusieurs jours, voire semaines dans la presse, on ne va pas casser le peu de croissance qui nous reste. Et c'est vrai que les expériences, qu'elles soient espagnoles, portugaises et grecques surtout, montrent qu'à force de vouloir réduire le déficit, on a un déficit de croissance absolument majeur. Alors il est vrai que les sacrifices qui sont demandés à ces populations n'ont rien à voir avec ce qui est demandé en France. On est autour de 1,5-2% du PIB, alors que eux, souvent, ils sont au-dessus des 10% de PIB, donc ça n'a rien à voir. Et que aussi, elles n'ont pas du tout les mêmes structures économiques entre ce qui peut apparaître sur la France et ces pays-là. Alors ainsi, le gouvernement, conscient quand même qu'il y a un problème, à relever la fiscalité, surtout sur les couches aisées. Pourquoi les couches aisées? Bon, parce qu'il y a un problème politique, bien entendu, mais surtout aussi parce que la propension à consommer de ces gens est bien inférieure à celle des couches populaires. Et donc, en relevant la fiscalité sur ces couches-là, on a moins de chances de toucher à la consommation, qui est pratiquement le seul ressort qui nous reste. Cela dit, les prélèvements toucheront beaucoup plus de monde qu'il n'est dit par ailleurs, notamment par le Premier ministre, qui nous dit que 9 Français sur 10 échapperont à ces nouvelles taxations. En réalité, si on additionne la loi de finances qui entre au Parlement, plus la loi sur la sécurité sociale, pratiquement les 2/3 des Français vont être touchés, même si 90% des prélèvements vont affecter seulement les 5% des couches les plus
aisés de la population. Jean-Louis, est-ce que le gouvernement a pris le bon chemin avec donc 2 tiers de hausse d'impôts et 1 tiers de baisse de dépenses publiques? Alors, je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais en tout cas, c'est le chemin traditionnel. Parce que si vous regardez ce qu'a fait M. Fillon, et ce qui est, même si les modalités sont différentes et ce qui est fait aujourd'hui, on est à peu près dans la même proportion. Pourquoi? Parce que relever l'impôt, c'est beaucoup plus facile que de diminuer la dépense. Et surtout, relever l'impôt, c'est de l'argent qui rentre tout de suite, alors que diminuer la dépense, il faut... les recettes, si vous voulez, on les attend sur plutôt le long terme. Donc, on utilise beaucoup plus ces méthodes-là. Alors, cela dit, il y a évidemment un débat économique. Vaut-il mieux augmenter les impôts ou vaut-il mieux baisser les recettes? Alors là, c'est intéressant parce qu'en France, les économistes vous diront il vaut mieux baisser les dépenses. Alors que les économistes américains vous diront le contraire. Il y a une étude du Fonds monétaire international qui dit exactement le contraire. Donc voilà le gouvernement qui n'est pas tellement aidé. Ça me rappelle un peu cette phrase de Truman qui dit quand je demande un avis aux économistes, ils me répondent in one hand, second hand, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre, et give me a one hand économiste, c'est-à-dire donnez-moi un économiste manchot. Et bien, voilà. malheureusement, c'est un économiste qui le dit avec voilà. vous, Jean-Louis. Merci. Nicole Bricq, est-ce que pour l'ancienne rapporteure générale du budget que vous avez été, rigoureuse et sans langue de bois, tout le monde le reconnaît, on ne pouvait pas faire plus d'efforts sur les dépenses publiques? Mais 10 milliards, ça n'est jamais arrivé. C'est exceptionnel. Donc tous les ministères, y compris ceux qui sont prioritaires, Vincent Peillon n'a pas pu faire la rentrée qu'il aurait voulu faire, idéal, parce qu'il a aussi eu moins de postes. Il a eu des postes, mais moins qu'il n'en pouvait espérer. Donc je crois que c'est un effort exceptionnel. Quant à la proportion 2 tiers, 1 tiers, je pense qu'il faudra l'apprécier dans la durée, c'est-à-dire dans la trajectoire budgétaire, à savoir qu'à la fin du quinquennat, on sera à 50-50. C'est important. Vous parlez de trajectoire. Quelle est la doctrine? Quelle est la vision fiscale du gouvernement? On a l'impression qu'un jour, on dit non à la redevance TV pour les résidences secondaires, un autre c'est sur les œuvres d'art. Est-ce qu'il y a une véritable vision d'ensemble? Il y a une vision qui est celle de l'efficacité et de la justice. Et je crois que ce budget, il est marqué quand même, on l'a peut-être pas assez souligné, Pierre Moscovici l'a défendu comme tel, c'est un budget de désendettement compétitif. Nous empruntons. Je vous signale qu'on va renégocier quand même plus de 170 milliards de dettes cette année. Et que le poids de la dette, la charge de la dette, c'est 50 milliards d'intérêts. Donc emprunter à des taux historiquement bas, c'est favoriser la compétitivité des entreprises qui emprunteront moins cher. Et c'est aussi favoriser les ménages sur le moyen terme parce que eux aussi le crédit sera moins cher. Certes, mais comme l'a dit Jean-Louis Gombault, est-ce que pour vous l'impôt ce n'est pas la solution à tous les problèmes? Est-ce que vous n'êtes pas atteint d'une boulimie, d'une frénésie fiscale? Nous le faisons dans la justice. Mais vous le faites quand même. Nous le faisons dans la justice et surtout, ça c'est très important parce que j'entends beaucoup à droite dire, et même des observateurs, pourtant éclairés, disent « Ah, mais on n'a pas la réforme fiscale qui était annoncée. » La révolution même fiscale, hein, on a parlé François Hollande. La réforme fiscale, c'est déjà pas mal. Je vous signale qu'on met de la progressivité dans l'impôt. La tranche à 45% qui frappe les plus aisés, ce n'est pas rien. L'alignement du capital sur le travail, ce n'est pas rien. Et le but, c'est de donner de la progressivité. Donc peut-être qu'en ajoutant avec la sécurité sociale, beaucoup vont contribuer, mais à la hauteur de leur faculté de contribution. Et c'est vrai pour dès les premières tranches de l'impôt sur le revenu, puisqu'on parle de ça. Je vais laisser la parole à Jean-Louis, mais ce budget doit permettre une réduction du déficit à 3% du PIB l'an prochain, si, Nicole Bricq, je dis bien si, l'initiative de desserrer cet étau de 3% vient de Bruxelles, vient directement de l'Europe, d'une action collective. Est-ce que ce sera un soulagement pour la France, pour vous, pour le gouvernement? Nous sommes dans une épreuve très difficile. La crise est profonde et peut-être durable. Mais c'est un engagement de la France, les 3%. Et il doit être pris comme tel. Que ne dirait-on pas si les socialistes français disaient ça nous est égal? Ce n'est pas possible, c'est un problème de crédibilité, c'est l'engagement de la France. Il n'y en a pas 36 Si ça venait d'une action collective de différents pays européens, ça serait un soulagement quand même?
Évidemment, si on peut avoir plus de marge de manœuvre, mais ce n'est pas sûr qu'on aura plus de marge de manœuvre avec un déficit supérieur à 3%. Justement, l'objectif des 3%, c'est aussi de redonner des marges de manœuvre par la crédibilité que la France apporte. La France est la deuxième économie d'Europe. Il faut le rappeler, elle est très regardée chiffres, et elle est très endettée. On ne le dit pas assez souvent. Vous espérez, vous escomptez, vous attendez un retour de la croissance pour fin 2013. Vous avez, vous, Nicole Bricq, le nez sur les chiffres, oui, sur les indicateurs. Est-ce qu'il y a un début de frémissement quelque part dans vos tableaux de bord? Est-ce qu'il y a un clignotement? Pour l'instant, non. Ah bon, pour l'instant, non. Vous espérez pour l'instant, non. Mais vous voulez qu'au bout de 5 mois, je crois que c'est aujourd'hui que c'est 5 mois d'exercice des responsabilités, les résultats soient au rendez-vous. Moi, vous savez, pour le commerce extérieur, j'ai un objectif très marqué. Le Premier ministre m'a dit qu'il faut revenir à l'équilibre hors énergie de la balance commerciale. Oh là, voilà une mission impossible. C'est un effort de 26 milliards à la fin du quinquennat. 5 ans. Donc je suis dans le moyen terme. Et j'ai un objectif, j'ai une stratégie et j'ai des priorités d'action. Maintenant, il faut faire. Et je ne le ferai pas toute seule, je vais le faire avec mes collègues du pôle économique de Bercy. Et comment on fait? Comment on fait? On s'appuie à court terme sur ce qui marche. Et en France, il y a beaucoup de choses qui marchent, beaucoup d'entreprises qui se battent tous les jours à l'export. Les entreprises perdent chaque jour des parts de marché, Nicole Bricq, sur le marché européen. Alors, vers où va-t-on aller? Les BRICS, je vais vous dire, Russie, il faut s'appuyer sur ce qui marche, c'est-à-dire tout ce qui est innovant. Les PME innovantes, il y en a. J'en visite une fois par semaine en ce moment dans les régions françaises. Et elles sont à l'export. Parce que quand on innove, on exporte. Et il faut se battre pour des parts de marché que nous avons perdues, les reconquérir. Nous avons 800 ETI qui déjà sont exportatrices. Donc il faut les encourager, il faut leur donner des financements compétitifs. La Banque publique d'investissement, vous en parlerez demain. C'est au Conseil des ministres. Elle aura à la fois des allocations en capital, c'est-à-dire des entreprises qui pourront bénéficier de fonds propres pour investir et pour innover, et elles auront des crédits. Vous les rencontrez, ces chefs d'entreprise? Bien sûr. Quel est leur moral? On dit qu'il est dans les chaussettes. Mais écoutez, moi, je fais le tour de France, de la France qui marche. J'étais hier à Lille et dans l'agglomération lilloise. Non, il y a beaucoup de PME qui se battent parce qu'elles innovent, elles sont sur les marchés et donc il faut les encourager. Et il faut effectivement qu'on définisse des cibles, des priorités pays. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a perdu beaucoup de parts de marché en Europe. Donc il faut être très présent. Et je n'oublie pas que nous avons un concurrent redoutable, qui est même, en même temps notre principal partenaire, c'est l'Allemagne. Et je vois bien Madame Merkel se déplacer partout. Nous avons tous les pays en croissance. C'est pour ça que vous partez demain avec le Premier ministre. Voilà, nous allons à Singapour et aux Philippines. À la conquête, à la conquête des marchés. Et puis il y a aussi tous ceux que on n'appelle pas les BRICS, on appelle ça les CIVETS. Eh bien, c'est toutes les puissances qui sont émergentes, intermédiaires. Et cela, il faut y être tout le temps, le plus présent possible. C'est pour ça qu'il faut redéployer, et ça c'est ma responsabilité, le réseau à l'étranger, de manière à être sur ces cibles prioritaires. Il l'a dit ce matin sur Europe 1, il attend de vous et des autres membres du gouvernement l'exemplarité. Est-ce que vous promettez, la main sur le cœur, que vous serez exemplaire, fini les couacs? Le Premier ministre prend des coups. Beaucoup trop? Il en rend. Il en a rendu cet après-midi dans le chahut qu'a provoqué la droite à l'Assemblée nationale, mais je le soutiens entièrement. C'est injuste selon vous? C'est injuste, oui. Parce que il n'y a aucun manque d'autorité, c'est un faux procès qu'on lui fait? Écoutez, j'ai connu Jean-Marc Ayrault quand il était président de groupe, j'étais députée. Il a de l'autorité et il l'exerce. Donc je pense que quand on est ministre, on s'occupe de sa responsabilité, c'est ce que je fais. On va regarder un extrait d'un documentaire qui vous a été consacré, Nicole Bricq, par notre chaîne Public Sénat. Il a été réalisé par Sandra Cerquera, qui a suivi vos installations respectives, déjà dans 2 ministères. Regardez ce que vous disiez du métier de ministre. On le regarde. On m'a donné une mission, je la mènerai à bien dans le temps qui m'est imparti. Pour l'instant, c'est 5 ans, mais je sais très bien que la ministre a vraiment un contrat précaire, de qualité, mais quand même précaire, et que
Le temps, ce n'est pas moi qui le décide. Je sais le but, je sais qu'on a pris des engagements sur une mandature, mais quelquefois, les ministres ne sont pas là jusqu'à la fin. C'est un CDD, vous ne serez pas là jusqu'à la fin, vous le savez déjà. J'espère bien, mais vous m'avez dit tout à l'heure, votre décide. objectif sur 5 ans pour le commerce extérieur, vous espérez rester et relever ce défi. Et ce défi, il m'engage, personnellement. Merci beaucoup Nicole Bricq d'avoir été notre invitée. Restez avec nous encore un instant, on va accueillir notre journaliste Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir pour Sonia. La chronique net d'infos comme tous les mardis soirs. Et Caroline nous dit ce qui a fait l'actualité sur le web et les réseaux sociaux. Alors Internet, c'est le meilleur, mais c'est aussi le pire. Et une fois n'est pas coutume, Sonia, je vais donc vous parler du pire. Depuis plusieurs jours, Twitter est en proie à une multitude de tweets antisémites. À l'origine, un concours de blagues autour du hashtag, comme on dit sur Twitter, du mot-clé « un bon juif ». Des messages souvent accompagnés de photomontages douteux et même de photos de camps nazis. Une déferlante qui a placé le mot-clé en tête des sujets les plus discutés en France pendant plusieurs jours, tant et si bien que le MRAP et SOS Racisme ont décidé de porter plainte contre les utilisateurs de Twitter ayant posté ces messages. De son côté, l'Union des étudiants juifs de France entend, elle, porter plainte contre Twitter si le réseau social ne lui répondait pas. Et à l'heure où je vous parle, Sonia, c'est toujours silence radio du côté de Twitter. Il faut dire que l'entreprise américaine n'a pas encore de bureau en France. Alors comment on lutte contre toutes ces dérives? Alors difficile à dire, le réseau social, Twitter en particulier, ne pratique pas de modération de ses contenus postés par ses utilisateurs. En outre, je le disais, Twitter est une entreprise américaine, elle est donc soumise aux droits outre-Atlantique. Et aux États-Unis, c'est plutôt la libre expression qui prime sur le reste. D'ailleurs, la plupart des comptes Twitter qui ont été suspendus jusqu'alors l'ont été sur des cas d'usurpation d'identité ou de non-respect des conditions d'utilisation. Le droit et la jurisprudence restent donc flous du fait de peu de plaintes déposées pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne manqueront pas de saisir le futur représentant de Twitter en France. Affaire à suivre. À suivre ensemble, bien sûr, Karine, mais il n'y a pas que le pire sur le web. On finit un peu avec une note d'humour. Positive, au moins. Oui, l'humour potache en tout cas, comme avec le grand saut de Félix Baumgartner qui a passionné les internautes. Il y a eu pas moins de 2000 tweets par seconde pendant sa performance. Des internautes qui n'ont pas manqué de détourner son saut à la sauce LOL. Un photomontage avec Poutine qui passe par là sur une grue de Sibérie. Et aussi un incontournable de la culture web, un chat qui, comme Félix, se jette dans le vide. Et enfin, mon préféré, je crois qu'on le voit sur les images, le saut en version Lego, plus vrai que nature, avec la capsule, la combi de cosmonaute et la caméra embarquée. C'est futile, c'est bien fait, mais c'est de la parodie sur Internet comme on l'aime. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Nicole Bricq. À bientôt. La suite du 22h dans un instant, le débat du mardi soir autour d'un thème sensible parce qu'il touche à la famille, à l'enfant aussi, et plus généralement au visage de notre société. C'est un projet de loi qui sera présenté le 31 octobre en Conseil des ministres. Le texte sur le mariage pour tous satisfait ceux qui attendaient l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, mais il déçoit tous ceux qui espéraient que l'on aborde enfin les questions de parentalité. On va en parler dans un instant avec de nombreux invités, mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé, concocté par Mounir Soussi. Une figure de la justice corse assassinée, criblée de balles dans une station essence près d'Ajaccio. Ce matin, Antoine Solacaro a été abattu au volant de sa voiture à l'arrêt par 2 hommes à moto. Cet avocat influent avait notamment défendu Ivan Colonna et comptait parmi ses clients des personnalités politiques et des pointures du banditisme. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a réagi avec ces mots. Lorsque la robe de l'avocat est attaquée, c'est un des symboles de l'état de droit qui est mis en cause. Ce meurtre porte à 15 le nombre d'homicides commis en Corse depuis le début de l'année. 500 gendarmes pour déloger une vingtaine de personnes. Évacuation musclée pour les militants opposés au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans la banlieue nantaise.
C'est qu'une étape de la lutte, c'est pas le retrait. On s'en va parce qu'ils nous ont forcés à sortir, ils nous ont brutalité, mais sans doute qu'on va retourner dans des lieux rapidement, et y compris ici, aussitôt qu'on pourra. Ces militants réclament le gel du projet de nouvel aéroport prévu pour 2017, dont ils redoutent les conséquences néfastes sur l'environnement. Oui, il y a bien un problème avec le contrôle au faciès, mais le récépissé n'est pas forcément la meilleure parade. Dans son rapport, le défenseur des droits, Dominique Baudis, estime que cette méthode ne réglera pas à elle seule le problème de fond. Il préconise plutôt le retour du matricule sur les uniformes et un encadrement juridique des palpations de sécurité. Le rapport propose aussi une solution intermédiaire avec la mise en place d'un ticket de contrôle anonyme remis aux citoyens. Des mesures insuffisantes pour les associations. Elles annoncent qu'elles continueront à militer pour le récépissé. Renforcer la relation franco-québécoise. Pauline Marois, la nouvelle première ministre de la belle province, a rencontré Jean-Pierre Bell, le président du Sénat. Au cœur de l'échange, la question de l'immigration croisée et la proximité culturelle entre les deux peuples. La leader indépendantiste s'est entretenue avec François Hollande hier, l'occasion de rappeler la position de la diplomatie française vis-à-vis du Québec, ni ingérence, ni indifférence. Un dessin pour deux faits d'actualité. Plantu lit le débat sur la taxation des œuvres d'art à la sortie de Vincent Peillon sur le cannabis. Sur ces deux questions, Jean-Marc Ayrault s'est montré ferme. Le ministre de l'Éducation a eu droit à un recadrage de la part du Premier ministre. Au vu de l'état de Vincent Peillon, l'explication a dû être saignante. Le mariage pour tous devrait être bientôt une réalité en France. Le texte pourrait arriver à l'Assemblée nationale courant décembre ou au plus tard début 2013. Et nous allons voir que chez certains de nos voisins, bien, c'est déjà du passé. Le mariage homosexuel est entré dans les mœurs depuis un certain temps. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Oui. Si se dire oui en France devrait bientôt être légal pour deux personnes du même sexe, pour certains de nos voisins, le mariage gay est entré dans les mœurs depuis bien longtemps. Les Pays-Bas sont le premier pays où les couples gays peuvent se marier. Je suis fier de ça, ça devrait être normal. Pionniers en Europe, les Pays-Bas ouvrent le bal de la légalisation du mariage gay en Europe en 2001. Beaucoup d'autres pays suivront, y compris parmi les pays les plus pieux, comme l'Espagne en 2005 ou encore le Portugal en 2010. Ainsi, aujourd'hui, ce sont 7 pays européens qui délivrent le mariage aux couples gays. Et alors que presque partout les autorités religieuses élèvent la voix et tentent de faire barrage. Après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin... Au Danemark et en Suède, l'église luthérienne unit les gays et lesbiennes devant l'autel. Alors si ce mariage est encore sacrilège, d'autres optent pour le partenariat civil, comme en France. C'est ainsi le cas dans 10 pays. Casse-tête législatif à l'heure de l'Union européenne, mais ce n'est qu'un début. La seule revendication n'est pas le mariage, il y a l'adoption, il y a la gestation pour autrui. Et il ne faut pas oublier que si on est là, c'est pas que pour faire la fête, et c'est aussi pour des messages politiques. L'adoption. Entre les pays qui reconnaissent le mariage mais pas l'adoption et ceux qui reconnaissent l'adoption mais pas le mariage, dur de s'y retrouver. Aujourd'hui, 8 pays européens permettent aux couples gays une adoption conjointe. Quant à la procréation médicale assistée, c'est possible en Espagne et aux Pays-Bas. Résultat, une famille légitime espagnole composée d'un couple de femmes ayant adopté un enfant et en ayant eu un autre par procréation médicale assistée n'a aucune légitimité chez son voisin français. Visiblement sur les sujets sociétaux, l'Europe a bien du mal à parler d'une seule voix. Et retour en France avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Avec nous Raymond Couder, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur maire UMP de Béziers. Oui. Avec nous également Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Avec nous également dans le 22h, Christian Flavigny, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes psychanalyste, pédopsychiatre attaché au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec nous Stéphane Corbin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes porte-parole de la Fédération LGBT, lesbienne, gay, bi et trans. Merci d'être avec nous également, Raymond Couder. Vous venez de voir ce sujet qui trace un petit peu l'évolution dans les différents pays européens. Est-ce que votre avis, qui est contre le mariage homosexuel, est-ce qu'il est définitif? Est-ce que vous pouvez évoluer avec le débat qui devrait s'ouvrir dans les prochaines semaines? Je ne conteste pas la possibilité pour deux personnes de même sexe
de vivre ensemble, de se paxer, et qu'on améliore le Pacs, notamment pour toutes les questions de fiscalité et de succession. Par contre, il est hors de question, pour ce qui me concerne, que je célèbre un mariage homosexuel. Le mariage, c'est une cérémonie qui unit un homme et une femme dans le but de procréer, de créer une famille. Et là, malheureusement, par rapport à ce qui est dit de temps en temps, la nature est là. Les hommes, ça n'est pas les femmes. Et ils ne sont pas totalement identiques. Je vais laisser répondre Esther Benbassa. Juste une question. Est-ce que vous êtes pour ce qu'on appelle la clause de conscience, hein? C'est Alain Juppé qui en a parlé. Est-ce que vous laisseriez vos adjoints donc célébrer ces mariages et pas vous, tout simplement, en vous retirant? Mais dans la mesure où la loi sera votée, si l'un de mes adjoints accepte de le faire, il le fera probablement. Pour ce qui me concerne, il est hors de question que je fasse quelque chose qui est totalement contraire à mes convictions profondes. Esther Benbassa, bon, il faut écouter toutes les convictions. J'ai déposé la loi sur le mariage en personnes du même sexe au Sénat, mais je voudrais répondre à monsieur. Je me demande s'il n'est pas en train de confondre le mariage religieux et le mariage civil. Vous essayez, enfin, je ne sais pas, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous parlez d'un mariage à l'église. Là, on parle du mariage civil. C'est pas le mariage à l'église. Rassurez-vous, je sais bien faire la différence. Non, c'est simplement le mariage, c'est une cérémonie qui unit un homme et une femme. En plus, c'est écrit aujourd'hui dans le Code civil, c'est très clair, et dans la majorité des pays, parce qu'on a cité quelques pays européens. Effectivement, il y a 7 pays de l'Union européenne qui ont accepté le mariage gay. Mais par contre, vous en avez 21 qui ne le veulent pas. Stéphane Corbin. Alors, sur ce qui a été dit, soyons clairs. Nous, Fédération LGBT, nous ne demandons pas de mariage gay ni homosexuel. Nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, c'est un mariage égalitaire. C'est-à-dire... Le mariage pour tous. Même plus égalitaire. C'est-à-dire que le projet de loi du gouvernement, tel qu'il est proposé là, sans amendement, pose le problème que le corpus central de la famille n'y est pas. C'est-à-dire que dans le projet de loi du gouvernement, il n'y a pas la filiation et il n'y a pas l'autorité parentale qui s'adosse à la filiation. Par contre, ce sera une avancée effectivement pour les couples de même sexe qui pourraient se marier et avoir une possibilité d'adoption. Mais j'ajoute que l'adoption dont il est question là serait plénière pour certains cas, mais aussi dans d'autres, nous voudrions qu'elle puisse être simple. C'est un projet à minima pour vous, vous êtes déçu, clairement? Je dis très sincèrement, c'est un projet au rabais pour des citoyens au rabais, puisque nous sommes toujours, nous, homosexuels, considérés comme des citoyens. Mais alors, Esther Benbassa, les Verts font partie aussi, vous faites partie de la majorité présidentielle. Comment ça se fait qu'on arrive à ce projet de loi qui se réduit chaque fois comme peau de chagrin? Ne me posez pas cette question, vous posez à Madame Taubira. Moi, j'ai fait une proposition de loi avec filiation, adoption, le statut du beau-parent, la procréation médicalement assistée et la transcription des enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger pour qu'ils soient inscrits sur l'état civil. Et j'ai demandé également que la parentalité soit également appliquée, enfin, l'adoption simple et plénière aux Vous n'avez pas été entendu, semble-t-il. Non, mais la loi n'est pas arrivée encore, madame. Vous espérez qu'il y ait Non, mais nous allons faire des amendements. On n'est pas là, on n'est pas des parlementaires godillots quand même. Ça promet. Alors, Christian Flavigny, on a l'impression que le gouvernement a donc remis à plus tard finalement le véritable casse-tête, c'est-à-dire dissocier mariage et filiation. Mais le gouvernement raisonne à partir des réclamations des adultes au lieu de raisonner à partir de l'intérêt de l'enfant. Justement, c'est très important. Mais c'est très important. Parlez-nous de cela. Non. Si on définit le mariage dans ce qu'il est actuellement, le mariage est le relais entre les générations du fait de porter l'enfantement. Donc il est bien sûr la relation instituée entre un homme et une femme. Effectivement, on peut définir le mariage autrement, comme c'est le cas peut-être dans d'autres pays. Entre parenthèses, souvent dans ces pays, c'est le mariage religieux qui compte dans ces pays-là. Le mariage civil vient, je dirais, comme une formalité administrative après. Bon, donc à ce moment-là, effectivement, la régulation de cette transmission, elle est assurée par le mariage religieux. Mais à ce moment-là, si on institue le mariage sur cette base,
je dirais, qui ne comporte plus l'avenue de l'enfant, à ce moment-là, on peut instituer le mariage entre, en effet, deux personnes de même sexe. On peut instituer le mariage à plusieurs aussi. C'est-à-dire, c'est ce qui est déjà fait dans ces pays en avance, dit-on, comme la Hollande. À ce moment-là, il n'y a plus aucune référence, puisque c'est la convenance des adultes qui convient. À ce moment-là, en effet, on peut ouvrir le mariage extrêmement largement, et le projet du gouvernement est extrêmement réducteur. Donc toute la notion de famille. Pourquoi la famille pluriparentale n'est pas présente dans le projet? Justement, Raymond Couder, à droite, on appelle à des états généraux de la famille. Oui. C'est important, vous êtes sûr. Évidemment d'accord? Bien sûr, c'est quelque chose qui est tellement important pour notre société qu'il faut que véritablement toute la société en parle. Il faut des états généraux de la famille. Ce qu'il faut entendre sur la notion de famille, d'abord, il y a des gens qui font couple et qui font famille et qui ne procréent pas parce qu'ils ne le souhaitent pas ou parce qu'ils ne le peuvent pas. Il y a une solution qui s'appelle la PMA. Ce sont des exceptions, mais quand même, ça définit aussi la famille et le mariage. Ensuite, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, et vous avez raison, monsieur, c'est très important. Moi, je constate que dans les cours de récréation, il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes droits et qui ne peuvent pas avoir... C'est faux. C'est-à-dire, pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Les enfants dans la cour de récréation qui sont issus d'un couple homoparental n'ont pas les mêmes droits que leurs petits camarades issus de couples hétérosexuels. Quels droits n'ont-ils pas? Et par exemple, la conjointe, puisque je prends là un exemple de couple de lesbiennes, la conjointe de la mère biologique qui élève au quotidien l'enfant, elle ne pourra pas transmettre, en cas de décès, ses biens à cet enfant-là, puisqu'elle n'est pas reconnue. Mais bien sûr que si. Il n'y a pas besoin du mariage. Bien sûr que si. Vous pouvez très bien améliorer le Pacs. Et oui, parce que s'il n'y a pas mariage, le parent biologique, lorsqu'il y a adoption, monsieur, le parent biologique perd ses droits. D'accord? S'il n'y a pas mariage, c'est la loi française, que ce soit homosexuel ou... enfin, hétérosexuel pour le moment. Donc, si on veut créer un statut aux parents social, il faut quand même revoir la question de la filiation. Parce que l'enfant peut avoir le nom du parent social, enfin du parent qui a adopté. Le parent biologique reste biologique avec ses mêmes droits. Et en même temps, l'enfant peut hériter, Alors, la réponse etc. de Raymond Couder de Christian Flavigny sur ce point important. Mais enfin, attendez, moi je crois rêver. Mais non, mais si, c'est le débat aujourd'hui. Et de toute façon, même en admettant que dans un couple de lesbiennes, il y ait un enfant qui soit porté par l'une des deux, il y a un père quelque part. Et qu'est-ce qui devient ce père? Quel est son statut? Et il y a tellement de gens qui sont nés sous X et qui aujourd'hui cherchent leur filiation, tellement de gens qui sont malheureux pour ça, que vous imaginez ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Quels repères ils vont avoir? Moi, je trouve que pour notre société, c'est une catastrophe. Christophe Flavigny. Alors, cet enfant donc, qui est élevé dans une union homosexuelle est un enfant qui est privé de l'un de ses parents. Il est en carence de l'un de ses parents. Il est essentiel qu'il puisse grandir dans la vérité de sa filiation. Il a un parent, en effet, il établit sa filiation avec un parent. C'est essentiel, pourquoi? Parce que cet enfant, généralement, est en mésestime de lui-même à cause du fait qu'il a peur d'être le responsable de cette carence de père ou de mère. Professeur, on a l'impression que les pédopsychiatres, les psychanalystes sont vraiment très partagés sur le bien-être de l'enfant. C'est une réalité ou mais non, c'est une réalité? moi je vous dis ce qui est de la situation. Ces enfants dont sont en mésestime de même, on le voit. Parce qu'on a tellement peu de recul. C'est mon étude depuis 30 ans, vous permettez. Bon, alors, ces enfants on le voit très bien dans l'adoption, c'est extrêmement connu. Il y a une tendance des enfants à s'imputer la responsabilité de la situation. L'essentiel, c'est donc de les faire grandir dans la vérité de la situation de façon à ce qu'ils puissent comprendre que c'est la situation affective de leurs parents qui les a mis dans cette situation. Et tout le monde respecte. À ce moment-là, l'enfant respecte cette situation et je la respecte pleinement. J'accueille ces enfants sans aucune discrimination. En même temps que nous parlons, je vais donner la parole à Stéphane Corbin. On voit aussi sur les différentes questions comme l'adoption pour les couples homosexuels, le mariage, et puis on a parlé de la PMA, que les Français sont vraiment partagés. Ce sont des questions sensibles, bien évidemment. Oui, ils le seront d'autant moins quand véritablement nous réussirons effectivement à mettre devant, dans le débat, les exemples de familles homoparentales. Dans ce qui a été dit, il y a une part qui est tout à fait juste, mais les familles et les enfants se construisent avec les référents masculins et féminins de leur famille, de leur entourage. Et il n'y a pas mensonge, il y a au contraire, il faut bien le comprendre dans le cas des familles homoparentales, une telle volonté d'être parent et un
tel parcours d'embûches que l'enfant, quand il vient, il fait l'objet de toutes les surveillances et de tout le bien-être possible. Et il y a des parrains, il y a des éléments, des référents masculins, des référents féminins qui sont là. Il faut qu'on comprenne que la famille n'est plus une donnée finalement biologique, que deux personnes qui n'ont pas engendré un enfant peuvent être complètement séparants. Cela ne pose pas de problème. Les deux modèles resteront. Bien évidemment que la famille biologique ne va pas disparaître. Ça, c'est un faux discours. Et c'est un discours alarmiste qu'il faut vraiment... Je cite la phrase de Serge Effez, un pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière également. Je le connais, en effet. J'imagine. Vous êtes collègue, Esther Benbassa. Sur quoi? Sur Monsieur Effez? Bon, écoutez, peut-être qu'on n'a pas assez... moi, je suis universitaire aussi. On n'a pas assez de distance encore pour voir un petit peu l'évolution de ces enfants. En tout cas, les travaux immédiats faits aux États-Unis ne montrent pas des problèmes très graves chez ces familles, enfin chez les enfants nés de ces familles. Vous pensez qu'on a le recul nécessaire? Je vous pose la question. Non, je vous dis, les travaux immédiats faits aux États-Unis montrent qu'il n'y a pas plus de problèmes que dans les familles recomposées. Le problème n'est pas là. Le problème est d'accompagner ces enfants. Ces enfants existent de fait, mais la question est de savoir si on peut de droit créer des enfants qui seraient privés d'avoir leur père et leur mère et d'être le fruit de l'union d'un père et d'une mère. C'est ça. C'est que la loi va créer un principe, qui est le principe d'une carence pour l'enfant d'avoir soit son père, soit sa mère. Et c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que pour l'accès à la procréation médicalement assistée, vous seriez favorable à ce qu'on lève une partie de l'anonymat? Mais la question, c'est à ce moment-là, la procréation médicalement assistée est portée par un couple. Elle est autorisée pour les couples. Et à ce moment-là, en effet, l'enfant peut parfaitement se retrouver. Le don de gamètes est anonyme en France. Mais est anonyme de façon à ce que ça soit le désir du couple qui bénéficie de l'insémination qui devienne véritablement les parents. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un apport médical, mais à ce moment-là, la filiation de l'enfant s'établit à partir du désir du couple. Et les choses à ce moment-là fonctionnent. Mais à ce moment-là, l'anonymat permet de respecter justement le fait que la filiation est portée par le désir d'enfantement de ce couple. Mais un désir crédible. Un homme et une femme portent un désir crédible, alors qu'une union homosexuelle porte un désir qui est inconcevable. Et l'enfant le sait, tout enfant sait que c'est l'union d'un homme et d'une femme qui porte la venue de l'enfant. Excusez-moi, vous irez dire ça à Malou, Camille et plein d'autres enfants en France. Ce genre de discours ne sera... J'espère qu'un jour, ces images-là, on les reverra et que des enfants qui sont enfants aujourd'hui viendront vous dire que vous aviez tort. Parce que la réalité, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de problème dans certaines familles. Je dis simplement que pour en connaître... Comme on ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir quelques enfants heureux, ça existe, évidemment. Mais il y a 700 références bibliographiques là-dessus. Et prenons-les en considération. Faisons des assises de la famille. Mais je me réjouis que ces enfants se portent bien. Je m'en réjouis, mais je dis qu'ils se porteront d'autant mieux qu'on n'établira pas une loi qui viendra falsifier l'établissement de leur filiation. Voilà ce que je dis. C'est la question du passage du fait au droit que je pose. Le texte de loi devrait être, malgré tout, malgré ce que vous demandez, un texte à minima. Il y aura donc le mariage, il y aura l'adoption, il y aura votre bataille sur les amendements. Je voulais vous demander à tous qu'est-ce que vous attendez de ce texte et puis qu'est-ce que vous attendez du débat dans les médias et ailleurs qui aura lieu, on l'espère, sur ce sujet si important. Esther Benbassa. Moi, j'espère que dans 20-30 ans, cette question sera banalisée et on se mariera si on le veut, avec qui on veut. Et puis voilà, la société a évolué. On ne peut pas arrêter l'évolution. Stéphane Cambin. Nous attendons ce texte, plus les amendements pour l'affiliation, l'autorité parentale, la PMA qui n'est pas dedans, et nous ferons tout pour que ça puisse avoir lieu. Ce sera le jeu parlementaire et nous, bien évidemment, nous respecterons le vote. Et concernant le débat, nous attendons particulièrement la droite sur ce débat. Et nous n'accepterons pas les débordements de 99 du PAX, qu'elle le sache. Les mots de la fin, Christian Flavigny et monsieur le maire, sénateur maire, Raymond Couder. Allez-y. Ah oui, je veux bien. Moi, ce qui me scandalise, et je dis indignez-vous, je dis ça aux Français, indignez-vous. Ce qui me scandalise. Il ne va pas reconnaître son appel. Oui, mais moi j'ai le droit de dire indignez-vous aussi là-dessus. Moi, ce qui me scandalise, c'est que certains disent ah ben oui, c'est le progrès, c'est le sens de l'histoire. Mais quel sens de l'histoire? Il n'y a pas de sens de l'histoire là-dedans. Et ils essaient de nous faire passer pour des rétrogrades. C'est absolument incroyable. Ces enfants ont toute leur place.
mais il ne faut pas venir plaquer un discours qui est dans l'intérêt des adultes et dans la vie affective des adultes sur le lien de filiation de l'enfant. L'enfant a besoin de se construire dans une clarté, dans une vérité du discours des adultes. Merci beaucoup, messieurs, madame. On aura l'occasion évidemment de reparler de ce thème si important et le débat se poursuit. Il a en tous les cas commencé, entre autres, ici sur Public Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission politique, Preuve par 3. L'invité, c'est Jean-Louis Borloo et je vous dis à demain avec plaisir. Jean-Louis Borloo, à la tête de l'Union des démocrates et indépendants, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, Jean-Louis Borloo. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le studio de Public Sénat, en partenariat avec l'agence France Presse et puis l'application TV Check d'Orange, qui permet aux téléspectateurs de réagir et de poser directement leurs questions durant cette émission. Tout à l'heure, Pierre Rocchi-Chieli de l'agence France Presse, puis Perrine Tarnot de Public Sénat nous rejoindront pour vous interroger sur bien sûr les ambitions bien sûr de votre force centriste et puis sur les vôtres propres, Jean-Louis Borloo. On pense à 2014, les municipales, tiens, à Paris, et puis 2017, la présidentielle. Mais on va d'abord évoquer ensemble, si vous le voulez bien. Vous êtes taquin. Vous êtes taquin. Non, mais c'est la réalité. Je vous donne le calendrier politique des années qui viennent et vous l'avez en tête comme moi. On évoque d'abord les difficultés du gouvernement dont vous avez dénoncé l'amateurisme. Jean-Marc Ayrault vient de procéder à un recadrage général. Est-ce que vous allez donc cesser de céder à ce qu'Édouard Balladur appelle la mode anti-héros? Non, il n'y a pas de mode anti-héros. Nous avons un chef de gouvernement, le pauvre, qui est prisonnier d'une impréparation incroyable de l'alternance. Enfin, moi, honnêtement, je pensais qu'ils étaient prêts. Qu'ils savaient exactement, qu'ils avaient une vision sociale, la compétitivité, la désindustrialisation du pays. Enfin, bon, je dois dire que je suis assez stupéfait. En réalité, la préparation, ça a été d'affiner l'anti-sarkozysme, ça s'est résumé à peu près à ça. L'UMP, d'ailleurs, fait aujourd'hui de l'anti-PS à bon compte. Et donc, la question, c'est le cap. Franchement, prenez cet exemple assez simple, on peut prendre 3-4. L'Europe, voilà, il y a un traité, on ne fait pas croire qu'on va renégocier tout seul un traité à 27, c'est grotesque. Il a été voté. Alors, non mais c'est quand même très embêtant que ce soit le chef du gouvernement qui raconte qu'il y a une espèce de pacte de croissance qui existe nulle part. Bon, c'est juste... Voilà, ça s'assume. On est chef du gouvernement. Chef du gouvernement. C'est un problème d'autorité. Non, c'est un problème de leadership et de vision. Après, on a un texte sur le logement qui est ni fait ni à faire. On dit en gros que ce soit les communes qui construisent le logement social, elles n'ont pas l'argent, c'est pas dans leurs compétences. C'est aux bailleurs sociaux de construire ou à l'État. Enfin, c'est pas. On nous publie ensuite un texte sur le gouvernement.fr. 900 terrains de l'État à vendre, c'est la grande mesure. Ils sont tous déjà vendus, ou quasiment. Enfin, on nous dit compétitivité. Oui, non, mais de cap. L'impression que ça godit au gré des unes de la presse. Mais Jean-Marc Ayrault dit, on est dans une situation qu'aucun gouvernement n'a jamais connue. Oui, c'est à la fois vrai et totalement faux. Enfin, tous les gouvernements sont toujours dans cette situation-là. La compétitivité. Tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a un problème de coût du travail. On nous l'explique, le président vient à la télévision, le Premier ministre, on voit que M. Gallois va faire un rapport, on connaît tous les conclusions. Il faut évidemment augmenter la TVA pour taxer les importations et un petit peu de CSG. Et réduire le coût du travail. Pour réduire le coût du travail. Problème, dit le Premier ministre. Oui, mais sauf qu'ils nous ont dit qu'ils avaient pris enfin conscience de ça. Ils planquent le rapport Gallois en réalité. C'est ça ce qui se passe. Il n'est pas sorti encore. Non, mais on sait ce qu'il y a dedans. On le connaîtra. Non, mais on connaît exactement. Les Gallois, grand capitaine d'industrie, va parler du coût du travail, forcément. Évidemment, voilà, et oui, de la TVA, mais tout le monde le sait. Bon. Donc, il est enterré avant même d'être sorti. Alors, on va prendre la partie qui va être la partie des phrases. Les filières, les crédits impôts recherche, l'innovation, enfin... Alors qu'on sait qu'on a un problème de coût du travail majeur,
on sait que la France, c'est sur la fiche de paye qu'est financée la formation, le logement, la politique familiale, la solidarité. Ben, c'est invraisemblable, on le sait. Bon. Là, vous le saviez aussi, vous. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? En juillet, on décide d'annuler la TVA qui touche les importations pour augmenter les charges des entreprises. On a 3 millions de chômage. On a 3 millions de chômeurs. Et donc, on a un problème de cap général. Alors, du coup, vous savez, l'autorité, c'est le leadership qui emmène sur un cap. C'est pas juste taper cette histoire de Vincent Peillon. Moi, je ne demande pas sa démission. Enfin, d'abord, c'est à sa conscience de savoir ce qu'il a à faire. Et s'il a à s'excuser, c'est pas auprès du Premier ministre, c'est auprès de tous ceux qui sont tous les jours confrontés à ça. Les parents qui savent pas comment prendre ce problème, c'est les éducateurs spécialisés, les médecins qui gèrent le sauvage. Mais on ne lance pas. Mais attendez, monsieur, on n'est pas dans la société qui lance n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quel statut. Voilà. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation, il est chargé d'éduquer, d'apprendre à lire, à écrire à nos enfants. Et croyez-moi, il y a assez de boulot. Bon. Et donc tout ça, indépendant du fait que le président avait tranché, l'alternance, ça sert un peu à ça. Voilà, on n'a pas. Mais c'est lui avec sa conscience, c'est pas à l'opposition de demander la démission sur un sujet comme ça du ministre de l'Éducation nationale. J'ai noté qu'un de vos amis, M. Lagarde, centriste, dit que lui, il est par exemple pour l'expérimentation des coffee shops et il salue le courage de Vincent Peillon qui a osé ouvrir le débat. Vous n'êtes pas sur la même ligne que votre ami, député maire de Drancy. Non mais essayez pas, vous êtes toujours très très mignon. C'est un sujet dont on a débattu. Dans ma ville, il y a très très longtemps qu'on a mis des systèmes de récupération de seringues, voilà, pilotés par la ville. On a des organisations. Non mais attendez, non mais d'une manière générale, on a tous évidemment des mains tendues, expérimentales, intelligentes, évidemment. Moi j'ai mis en place des tunnels éducatifs pour les gamins, je vous garantis, quand vous rentrez, vous faites ça et vous sortez de là, si vous avez encore envie, c'est que vous êtes un peu spèce. Bon. Donc il faut évidemment pas avoir une politique stricte, mais simplement, il y a ceux qui sont au front de la drogue, et c'est à eux que le ministre a plutôt des excuses. Le problème du quoi gouvernemental me paraît secondaire. D'accord. Est-ce que vous êtes acquis à l'idée qu'il faudrait envisager des élections anticipées? Certains l'évoquent. Non, mais on peut penser que le Premier ministre... Vous savez, on a le sentiment finalement que le président a plus grand-chose à dire sur le cas, parce que si même il abandonne là la compétitivité, l'industrialisation du pays ou sa réindustrialisation, je vois pas très bien quelle est sa vision, son cap. Et donc finalement, peut-être se dit-il que ça serait plus commode de ne pas avoir à gérer la majorité, mais simplement l'Élysée. Mais ça lui appartient, c'est le seul décideur de ce genre de situation. Est-ce que certains s'en sortent mieux que d'autres au sein du gouvernement, Jean-Louis Borloo? Moi, je n'ai pas donné des mauvais... Non, mais si je vous donne des noms, ou un nom, Manuel Valls. Non, mais je vais vous dire, Le Drian fait apparemment bien son boulot à la défense. Non, mais ils le savent tous. Hein. Bon, Le Drian fait bien son boulot, Valls fait bien son boulot à l'intérieur. Enfin, que je sache, c'est pas parce qu'il est à la mode qu'il fait bien son boulot. Vincent Peillon était à la mode hier. Il y avait d'ailleurs des articles qu'il présentait comme successeur possible déjà de Jean-Marc Ayrault. Comme quoi, il faut vraiment que vous écriviez tous les jours. Enfin, vous parliez tous les jours, c'est votre boulot. Non, mais je ressens parce que Évry, parce que voilà, il y a une espèce de vérité, de difficulté de terrain qui fait que, de même que Le Drian, je vois bien se préparer parce que la Marine nationale et donc l'ensemble de la défense, c'est un sujet qui le passionne, qui l'aime. Il y a des arsenals dans sa région, voilà. Mais sinon, le reste, je dois dire que c'est un peu... J'attends vraiment de voir. Hein. D'accord. Et à propos du Premier ministre, il y a effectivement beaucoup de critiques qui pleuvent sur lui, y compris dans son camp d'ailleurs. Et Édouard Balladur a rappelé que c'était un homme respectable. Évidemment qu'il est respectable. Mais attendez, il ne me manquerait plus que le chef du gouvernement soit considéré comme quelqu'un de pas respectable. D'abord, il l'est en lui-même, il l'est par sa fonction. Il n'est pas à l'abri des critiques, c'est une autre question. Ce qui me paraît le plus embêtant, très franchement, c'est pas tout ce qu'on dit, l'autorité, le charisme, parce que d'une certaine manière, c'est la prime à ceux qui font des couacs. C'est lui qui a pas... Non mais donc c'est pas bien ça. C'est quoi alors? Non, ce qui m'ennuie plus, mais c'est le cap.
Le cap et l'impréparation. Oui, vraiment. D'accord. Le cap. Il n'était pas prêt à gouverner à gauche. L'ensemble. Puis on voit bien d'ailleurs. Puis en plus ce cartel, c'est un cap. Vous avez les membres du gouvernement sans soutien et vous avez les autres qui soutiennent sans participer au gouvernement. C'est quand même un truc assez étrange. Hein. Je parle du Front de gauche. Qui soutient sans participer, les Verts, là, ils participent totalement. Le Front de gauche, ils ne soutiennent pas vraiment. Si, ils soutiennent, ils ont appelé à voter Hollande, ils sont dans la majorité. Oui, pas depuis. Ils se revendiquent, mais en tout cas, ils ne participent pas. Donc tout ça. Et un PS qui est complètement fracturé sur les principaux sujets, entre ceux qui sont encore à confondre les riches et les entreprises. Là, si vous voulez, au fond, quelle est la faute majeure en ce moment? Qu'est-ce qui, dans 10 ans, restera un gouvernement qui n'a pas compris que la facilité qui consiste à dénoncer l'entrepreneur ou le capitalisme familial dans des crises industrielles, ça c'est une faute. Vous savez, moi je viens d'une région qui avait 26% de chômage. Qui nous a sauvés? Les Japonais, Toyota. Vous pensez que je savais combien gagnait le président de Toyota? Moi, je m'en foutais complètement. Mercedes. Le président de Mercedes, il gagne bien sa vie. Le Canadien Bombardier, l'Espagnol c'est le modeste. Un grand pays, c'est un pays où on dit venez chez nous, la bienvenue. Et puis ceux qui réussissent, bravo, continuez. Et là, on a une espèce d'ambiance qui consiste à dire attendez, vous n'êtes pas les bienvenus. Puis alors ceux qui vont bien ici, si vous pouvez vous barrer, en plus c'est mieux, on aura la paix. Mais le Premier ministre n'arrête pas de parler. C'est un divorce très grave et très profond. D'accord. Le Premier ministre, il parle toujours de la défense des entreprises aujourd'hui. Il dit qu'il veut mettre le paquet sur l'innovation, s'il parle moins du coût du travail. Et le gouvernement lance la Banque publique d'investissement, un guichet unique pour les entrepreneurs. C'est une bonne idée, ça, ou pas? Mais c'est préhistorique. Mais je vous le dis, ça fait partie de la fausse bonne idée qui se balade. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre deux trucs qui n'existent pas. Un qui finance l'actionnariat et l'autre qui finance les entreprises. Et on va dire, on va faire un truc, on va les mélanger. Ah, génial! Génial, conflit d'intérêts total, prise de tâches complète, parce que vous êtes actionnaire, mais vous êtes aussi prêteur, donc ça ne va pas. En plus, il y aura du chantage politique. C'est une erreur. Il faut évidemment qu'il y ait un financement long terme pour les entreprises en 40 région. 40 milliards, on dit, là. Non, il faudrait... Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Il n'y a pas un euro de plus et il y a un risque de confusion grave. Ça va être le nouveau Crédit Lyonnais. Voilà. Ah bon? Et oui, forcément. La BPI, le nouveau Crédit Lyonnais. Il y a un risque à partir... Écoutez, il faut dire tout de suite à Anne Laubergeon de ne pas accepter le job. Eh bien, écoutez... Qu'en dites-vous de ce choix éventuel? Oui, c'est pas un choix jusqu'à présent, c'est une rumeur bien orchestrée, que je sache. Je reviens sur le fond. On ne peut pas dire on sépare les banques d'affaires et les banques de dépôt, et dans ce circuit-là, il y a déjà une banque d'affaires et déjà une banque de dépôt, je résume, et dire là on va fusionner. C'est un conflit d'intérêts majeur auquel seront soumis les administrateurs de la BPI. Donc j'imagine qu'ils vont y réfléchir. Je souhaite que Jean-Pierre Jouyet et tous ces gens qui sont absolument remarquables fassent une proposition intelligente, mais pas de confusion, juste pour faire croire qu'on a honoré une promesse de campagne. Bon, vous avez mangé du lion, hein? Non, pas du tout. J'avais une angine et je me suis levé pour vous. Voyez. Deux petites questions rapides. Les 3% de déficit, qui sont un objectif impératif, a rappelé le Premier ministre, est-ce qu'il sera tenu selon vous, oui ou non? J'en sais rien parce que, comme ils sont dans un cycle complètement récessif, ils ont décidé de jouer l'austérité, quitte à ce qu'on rentre en récession. François Fillon avait montré le chemin. Ils ont arrêté... Non, je parle de l'austérité. C'est-à-dire on arrête les services à la personne, qui est quand même le premier secteur créateur d'emplois de France. On arrête, ou quasiment on réduit les crédits d'impôt pour l'efficacité énergétique des bâtiments, on réduit les échos prêts à taux zéro, il y a plus près d'1,9 milliard de la Caisse des dépôts pour ça, on arrête le canal Seine-Nord, mais j'en sais rien. Mais grand chantier qui vous est cher, évidemment, mais qui n'a plus de financement. Mais totalement c'est là où le bricolage devient quasi invraisemblable. Vous savez par qui c'est payé un projet comme ça de 5 milliards qui va créer 40-50 000 emplois de logistique en France? Par qui c'est payé? On avait parlé de l'entreprise Bouygues qui s'est dégagée, l'Europe, on lui demande plus d'argent. Mais monsieur Grossiot, vous êtes gentil, c'est moi qui ai signé le contrat. Oui, bien sûr, je sais que c'est un tout petit un chantier qui vous est très cher. Non, mais à la France qui est très cher. Bien sûr. C'est l'utilisateur qui paye la moitié. C'est les péniches qui payent la moitié. Les investissements, il faut bien les financer. Par les péages des péniches, c'est fait comme ça. Le reste, c'est les régions, le premier financeur, qui ont signé. En tous les cas, une petite... vous le voyez dans votre région, il y a une mobilisation de droite comme de gauche, des élus pour sauver ce grand projet, ce grand chantier du canal. Comme les autoroutes ferroviaires, comme le tramway, comme le Grand Paris. J'ai encore une petite question. Donc, les 3%, je vais vous dire,
Ils sont en train de faire une politique de stricte austérité comptable et ils tournent le dos à la croissance. Donc à quel moment ça, c'est vrai, se croiser? À quel moment on passe à moins de 0%, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Là, il y a un vrai danger récessif. Je voulais vous poser une question sur le mariage gay qui a été confirmé. Oui. Hein, je ne sais pas s'il a été confirmé. Si, vous le souhaitez, le Premier ministre a dit il y aura l'adoption, le mariage des personnes de même sexe, mais il dit non à la procréation médicalement assistée. Est-ce que vous réclamez la PMA pour les couples gays ou pas? Écoutez, prenons déjà ce qui existe. Prenons ça, d'accord. Hein. Moi, je soutiens. D'ailleurs, nous ne sommes pas unis à l'UDI sur ce point. Hein. Oui. Bon. Mais donc, voilà, c'est clair, on le sait, il n'y a pas de débat. Moi, j'y suis favorable. Alors, j'avais envie de vous dire que vous aviez choisi d'être un opposant constructif. Absolument. Là, vous êtes quand même très offensif, Mais Jean-Louis très Borloo. constructif aussi. Vous avez voté les emplois d'avenir pour La les semaine jeunes. dernière, Hein, le même jour, on a voté 3 textes. Quand même, 3 textes. 3. Oui. La vie chère en Outre-mer, Oui. les emplois d'avenir et le traité. Et le le traité, évidemment. Ah bah alors, ouais, l'opposition, elle, dit, l'UMP dit, elle, être dans une opposition beaucoup plus frontale, en tous les cas, particulièrement Jean-François Copé. Vous ne vous prononcez pas, Jean-Louis Borloo, sur cette compétition pour la présidence de l'UMP, mais le rival de François Fillon pousse déjà vers vous, semble-t-il, certains élus UMP au Sénat. Alors avant, oui, vous allez voir tout de suite, avant d'accueillir Pierre Roquiqueli de la FP, l'enquête de François Goulin sur votre force d'attraction au centre. Alors, t'es devenu centriste? C'est la nouvelle blague qui circule dans les rangs des sénateurs UMP. Plusieurs d'entre eux sont en négociation avec l'UDI, le nouveau parti de Jean-Louis Borloo, et ils menacent, si Jean-François Copé gagne la présidence du parti, on part au centre. La droitisation du discours à l'UMP déplaît au sein de ces humanistes, et les idées de l'ancien ministre de l'écologie font mouche. En tant que centriste de l'UMP, je me sens souvent très proche de positions prises par Jean-Louis Borloo. Toute la